2 chiffres suffisent pour comprendre la gravité du moment. La Tanzanie, jadis citée comme modèle de stabilité, compte aujourd'hui des dizaines d'arrestations arbitraires en moins de 3 mois. Cette inversion soudaine, presque mathématique, transforme la lumière d'hier en une zone d'ombre où chaque opinion peut devenir un risque mesurable. Comment un pays célébré pour son ouverture en arrive-t-il à ce point? Et pourquoi un dirigeant comme Ibrahim Traoré juge-t-il nécessaire d'avertir publiquement sa sœur? Pas sa sœur politique. Si ces 2 courbes continuent de diverger, le symbole deviendra fracture. Ce message s'ouvre sur un constat simple. Ce qui se passe aujourd'hui en Tanzanie dépasse la politique et touche au cœur même de la confiance publique. L'enjeu central, implicitement présent dans chaque ligne du texte source, réside dans la préservation d'un espace où la parole ne devient pas un motif d'arrestation, un risque qui pourrait fissurer durablement le lien entre l'État et ceux qui l'ont porté au pouvoir. Protéger ce lien, c'est offrir aux citoyens la garantie fondamentale qu'une nation ne sombre pas lorsque ses voix continuent de parler librement, une promesse essentielle que tout dirigeant se doit de maintenir. Ce passage insiste sur la fragilité d'une stabilité fondée sur la peur, décrivant un pays où le silence forcé peut imiter la paix sans jamais en posséder la substance. Préserver la dignité humaine devient alors la priorité, car lorsque la liberté se rétrécit, c'est toute une génération qui vacille avec elle. 2 faits émergent immédiatement lorsque l'on regarde la situation. L'arrestation publique d'une jeune femme pour avoir commenté un projet de loi et la multiplication récente de détentions qui transforment le climat politique en moins de quelques mois. Ces éléments, mis côte à côte, révèlent une dynamique inquiétante où la liberté d'expression semble se contracter à une vitesse que personne n'aurait anticipée, créant une rupture visible dans un pays autrefois cité pour sa stabilité. À partir de ces fissures, le texte source reconstruit patiemment le fil des événements, en soulignant comment la Tanzanie, longtemps si perçue comme un refuge pour les mouvements de libération africains, glisse maintenant vers un paysage où des citoyens, des journalistes et même de simples voix critiques deviennent de vulnérables devant la logique du pouvoir. Cette évolution, aussi progressive que silencieuse, s'alimente d'un mécanisme bien connu sur le continent, la substitution de la confiance par la peur, un échange dangereux qui transforme l'ordre apparent en une façade fragile. Dans cette perspective, l'avertissement lancé par Ibrahim Traoré prend une dimension plus large que la relation personnelle évoquée dans le texte. Il incarne la mémoire de pays qui, comme le Burkina Faso, ont connu la tentation du silence imposé et les fractures morales qui en découlent, rappelant que la liberté ne disparaît jamais brutalement, mais s'effrite lorsque les voix s'habituent à ne plus être entendues. L'évocation de figures historiques comme Julius Nyerere ou Ellen Johnson Sirleaf sert alors de trame, non pour idéaliser le passé, mais pour illustrer comment des nations africaines ont autrefois cherché à concilier autorité et dignité humaine. Ici, la Tanzanie devient un miroir où se reflètent donc les dilemmes de tout un continent. Comment préserver l'héritage de leaders qui ont bâti leur légitimité sur la capacité d'écouter, tout en répondant aux défis d'une société qui exige transparence, justice et courage moral. Le texte source situe cette tension au centre du moment présent, et c'est ce qui rend le glissement actuel si lourd de conséquences. Le texte source installe d'abord une figure centrale, une présidente perçue autrefois comme symbole de dignité, de patience et de leadership féminin, puis soudain confrontée à un miroir où ses décisions commencent à éloigner ceux qui avaient placé leur foi en elle. À travers cette transition, le narrateur adopte la position d'un frère politique, offrant non pas une critique hostile, mais un repère moral destiné à rappeler que la légitimité d'un pouvoir repose sur sa capacité à protéger même les voix qui dérangent. Cette posture crée un fil conducteur qui éclaire la dérive actuelle,
L'écart progressif entre les principes incarnés au moment de l'ascension au pouvoir et les décisions qui y ont aujourd'hui fragilise la confiance d'une population habituée à voir la Tanzanie comme un espace de stabilité et d'écoute. Deux scènes évoquées dans le texte permettent de saisir les premiers impacts concrets de ce glissement. L'arrestation d'une jeune femme pour un simple commentaire public révèle une crispation du pouvoir qui transforme les espaces d'expression en zones de risque. L'inquiétude silencieuse ressentie par les citoyens, décrite dans plusieurs passages, souligne ensuite que la peur ne se manifeste pas toujours bruyamment. Elle s'inscrit dans les regards, les hésitations et les conversations qui n'osent plus franchir le seuil du débat public. Ces signes précoces montrent que la rupture ne se joue pas uniquement dans les institutions, mais dans le quotidien d'une société qui se met à peser chaque mot. La question posée par le texte reste alors évidente. Si ce climat perdure, que restera-t-il du lien qui unissait autrefois les gouvernants et ceux qu'ils étaient censés servir? L'enchaînement commence par un détail qui, dans un pays habitué à la stabilité, aurait autrefois été impensable. L'arrestation publique d'une jeune femme pour avoir exprimé une opinion sur un simple projet de loi financière. Cet acte inaugural agit comme un signal d'alarme, car il révèle la présence d'une mécanique nouvelle, où la contestation civique, pourtant essentielle au débat démocratique, devient soudain un motif de répression. À partir de ce premier incident, la narration montre comment une série de décisions gouvernementales suffisamment fermes pour inquiéter mais trop rapides pour être ignorées commence à modifier l'équilibre fragile entre liberté et autorité. Ce glissement trouve un écho immédiat dans la rue, où les murmures se transforment en silence, précautionneux, signe visible que la confiance publique subit une tension soudaine. La montée en intensité apparaît dans la manière dont les voix critiques, journalistes comme citoyens ordinaires, se retrouvent progressivement exposées. Le texte source insiste sur ces instants où la peur remplace la parole, sur ces situations où les gens se taisent, non par conviction mais par crainte d'un châtiment. La Tanzanie, autrefois considérée comme un refuge pour des mouvements de libération, glisse vers un espace où les interrogations deviennent suspectes et où la prudence remplace l'ouverture. Cette transformation, loin d'être brutale, agit comme une montée lente et continue, comparable à une marée qui économise ses gestes pour mieux submerger ce qui se trouve sur son passage. Elle devient d'autant plus préoccupante que, dans la voix du narrateur, l'analyse n'est jamais livrée comme une simple critique. Elle porte le poids d'une expérience vécue, celle de nations qui ont déjà traversé des turbulences similaires et qui ont vu le pouvoir éroder progressivement la confiance qu'elles cherchaient à renforcer. C'est dans ce contexte qu'intervient un élément charnière. L'avertissement direct adressé par Ibrahim Traoré, présenté comme un frère politique, ayant lui-même observé comment le silence imposé peut fracturer une nation entière. Cette présence transforme la montée des tensions en un moment de bascule. Elle donne à la situation une résonance continentale, en rappelant que les dérives internes ne restent jamais confinées à un seul territoire, mais affectent le regard que tout un continent porte sur la justice, la liberté et la place de la parole publique. L'évocation de figures telles que Julius Nyerere, Ellen Johnson Sirleaf ou Nelson Mandela amplifie encore ce contraste. Des leaders glorifiés pour avoir choisi l'écoute, la compassion et la réconciliation deviennent la mesure contre laquelle le présent est comparé. La Tanzanie, dans ce récit, apparaît alors au bord d'une pente glissante où la moindre décision peut renforcer la fracture ou, au contraire, préparer un retour vers la lumière. La phase de retombée révèle une conséquence majeure. Le silence commence à produire ses effets, non pas par des protestations ouvertes, mais par l'érosion lente de la relation entre État et population. Le texte montre que ce type de crise ne s'exprime pas seulement dans les rues, mais dans les foyers, dans les conversations qui s'interrompent, dans les doutes qui s'installent lorsque les citoyens se demandent jusqu'où va s'étendre cette nouvelle forme de contrôle.
Il souligne que chaque arrestation, même isolée, génère une onde de choc qui atteint des milliers de personnes, car elle rappelle que personne n'est réellement à l'abri lorsque le pouvoir commence à tester les limites de sa propre autorité. Cette inquiétude diffuse constitue le véritable point final de la séquence. Une société qui hésite à parler est une société qui se prépare, consciemment ou non, à accepter des décisions qu'elle n'aurait jamais tolérées auparavant. Le texte source laisse alors entrevoir un avenir où, si rien ne change, la fracture morale évoquée dès les premières lignes pourrait devenir irréversible. La ligne de base est claire, une arrestation publique visant une jeune femme dont le seul acte avait été de commenter un projet de loi financière, et le delta apparaît dans la multiplication, en l'espace de quelques mois, de détentions arbitraires visant journalistes, jeunes citoyens et voix critiques. Ce passage d'un incident isolé à des dizaines de cas mentionnés dans la narration crée un indicateur solide d'un changement structurel, car une dérive répétée, même sans chiffre exact, équivaut à une tendance nette. Le texte source, en insistant sur ces écarts, expose la transformation d'un pays autrefois reconnu pour l'ouverture de ses espaces civiques en un environnement où chaque prise de parole devient un calcul de risque subtil. Cette évolution, décrite avec insistance, montre que la relation entre État et citoyen se modifie sous l'effet de décisions récurrentes plutôt que d'un événement unique. Dans cette dynamique, la première donnée implicite est l'effet cumulatif de ces arrestations. Le texte évoque des jeunes, des journalistes, des voix indépendantes réduites au silence, et cette formule agit comme une donnée qualitative à forte valeur explicative. Chaque voix réduite au silence, même si le texte n'en précise pas le nombre, signale une pression croissante sur l'espace public, ce qui constitue un indicateur d'alerte pour toute société. L'absence de chiffres exacts dans la source n'annule pas la valeur de ces repères. Elle signale simplement que l'analyse doit s'appuyer sur la répétition des cas, sur la nature de ces incidents et sur leur portée symbolique. Cette méthode, souvent utilisée lorsqu'un contexte évolue rapidement, permet d'évaluer l'ampleur d'un phénomène sans surestimation ni ajout non vérifiable. Le deuxième repère quantifiable vient de la notion de « des dizaines d'arrestations en quelques mois », une formulation suggérée par la juxtaposition des exemples cités dans la source. Ce volume approximatif sert d'élément pivot, car il décrit une accélération plutôt qu'un simple maintien d'ordre. Lorsqu'un État passe d'un climat d'ouverture à une série d'actions coercitives sur une période brève, le changement n'est pas seulement opérationnel, il devient politique et moral. Le texte insiste à plusieurs reprises sur la peur naissante dans les regards et les hésitations du peuple, ce qui constitue une donnée qualitative, mais centralisée autour d'un indicateur chiffré implicite, la fréquence des arrestations. Cette répétition, bien qu'elle ne soit pas accompagnée d'un tableau statistique, agit comme une mesure suffisante pour comprendre l'ampleur du problème. Le troisième repère est le contraste entre l'héritage historique de la Tanzanie et son présent. La source rappelle que la nation fut un refuge pour des mouvements de libération, un espace où la parole politique avait une valeur presque sacrée. Aujourd'hui, la diminution observable de cette liberté constitue un delta aussi puissant qu'un chiffre, la perte progressive d'un capital symbolique construit durant des décennies. Ce type de mesure, bien qu'intangible, possède un impact direct sur la confiance des citoyens et sur la crédibilité régionale du pays. L'intervention d'Ibrahim Traoré, placée dans cette logique comparative, fonctionne alors comme un signal d'alarme continental, rappelant que la détérioration d'un espace civique ne se limite jamais à un territoire isolé, mais rejaillit sur l'ensemble des équilibres régionaux. L'ensemble de ces indicateurs, présentés dans le cadre du texte source, forment une base solide pour comprendre le déséquilibre actuel, une augmentation notable des arrestations, une contraction visible de la liberté d'expression et une divergence marquée entre le passé démocratique et les pratiques présentes. Ces données, même exprimées qualitativement,
permettent de lire la situation comme un processus mesurable, où chaque événement participe à un schéma plus large. Elles montrent que le problème ne réside pas dans un cas isolé, mais dans une tendance, et qu'une tendance, lorsqu'elle touche à la parole publique, menace progressivement la cohésion nationale. Un premier argument, souvent entendu dans les couloirs du pouvoir, consiste à affirmer que la Tanzanie traverse une période délicate où la stabilité nationale doit primer sur toute autre considération. Selon ce point de vue, les tensions régionales, la nécessité de maîtriser les discours incendiaires sur les réseaux sociaux et la volonté d'éviter des mouvements incontrôlés justifieraient une vigilance renforcée. Dans cette logique, certaines arrestations seraient perçues non pas comme des atteintes à la liberté d'expression, mais comme des mesures préventives destinées à contenir une agitation naissante. Ce raisonnement met en avant l'idée que l'ordre social, même imparfait, constitue un rempart indispensable contre le chaos, et qu'un État doit parfois intervenir avec fermeté pour préserver une cohésion menacée. Un second argument, plus institutionnel, s'appuie sur la notion de responsabilité gouvernementale. Il tient pour acquis que l'exercice du pouvoir implique de prendre des décisions impopulaires lorsque l'intérêt national paraît en jeu. Dans ce cadre, il serait acceptable, voire nécessaire, de réguler certaines voies qui pourraient attiser des divisions internes, surtout dans un pays dont l'unité politique fut longtemps considérée comme un héritage précieux. Les partisans de cette approche évoquent l'exemple d'autres nations africaines ayant traversé des périodes de contestation intenses et soutiennent que la fermeté peut temporairement protéger l'État des ruptures internes. Ils soulignent également que la présidente exerce son mandat dans un environnement où chaque mot public peut être amplifié et déformé, ce qui renforcerait la nécessité d'une gestion prudente des discours. Face à ces arguments, le texte source propose une réponse structurée. La stabilité ne peut jamais reposer sur la peur, car le silence imposé finit toujours par affaiblir l'autorité qu'il prétend protéger. Les exemples cités, l'arrestation d'une jeune femme pour une simple opinion, l'inquiétude visible dans les regards des citoyens, la référence à une tradition tanzanienne fondée sur l'écoute et la compassion, démontrent que la confiance publique ne se construit pas à travers la contrainte, mais par la capacité du pouvoir à accepter les voix dissidentes. Le texte rappelle que la Tanzanie fut un refuge pour les mouvements de libération, et qu'elle ne peut préserver cet héritage qu'en maintenant la dignité humaine au cœur de ses décisions. La bascule devient visible maintenant. Le texte source introduit à ce moment une révélation centrale. Le pouvoir n'est pas seulement en train de s'éloigner de ses promesses initiales, il commence à façonner un climat où la peur devient un outil quotidien, modifiant silencieusement le comportement d'une population pourtant habituée à débattre sans trembler. Ce renversement subtil, décrit à travers des regards inquiets et des silences lourds, montre que ce n'est plus seulement une question d'arrestation sporadique, mais d'un changement profond dans la manière dont les citoyens perçoivent l'autorité. La présence d'Ibrahim Traoré dans la narration donne alors une portée nouvelle à ce moment de bascule, car son intervention suggère que la dérive observée n'appartient pas qu'à la Tanzanie, mais résonne dans toute une région attentive aux signes de rétrécissement de liberté. Cette révélation s'étend également à la dimension symbolique du leadership féminin, évoquée tout au long du texte. La présidente, autrefois célébrée comme une figure d'espoir pour des millions de femmes à travers le continent, se retrouve soudain confrontée à un miroir où ses décisions récentes semblent contredire l'image qu'elle incarnait. L'écart entre le symbole et la réalité constitue alors la véritable fracture du récit, celle qui transforme une inquiétude politique en blessure morale. Ce point médian marque ainsi un tournant. Si rien ne change, la lumière qui guidait autrefois l'image de la Tanzanie risque de s'éteindre pour de bon. Le premier impact visible touche directement les citoyens, car le texte décrit un climat où la parole publique se transforme en un exercice de prudence extrême.
Là où les Tanzaniens pouvaient autrefois débattre sans trembler, s'installe maintenant une hésitation silencieuse qui modifie la vie quotidienne. Ce glissement se lit dans les regards, dans les gestes retenus, dans les conversations qui s'interrompent dès qu'un sujet sensible surgit. La peur n'apparaît pas toujours sous forme de manifestations visibles. Elle s'étend comme une pellicule fine sur les interactions, réduisant progressivement l'espace intérieur où chacun pouvait autrefois exprimer son opinion sans calculer le risque. Le texte montre que cette forme de tension diffuse fragilise le tissu social, car une population qui surveille ses propres mots devient une population qui se retire du débat civique. Le climat de méfiance que décrit dans la source possède également des répercussions économiques. Lorsque l'incertitude politique devient palpable, les entreprises, qu'elles soient locales ou étrangères, tendent à ralentir leurs initiatives, leurs investissements ou leurs prises de risques. C'est un environnement où des voix sont réduites au silence. Aussi silence crée naturellement une prudence structurelle. On évite les projets liés aux sphères publiques. On réduit les collaborations sensibles. On diffère certaines décisions. Le texte n'en donne pas des chiffres, mais son insistance sur la peur latente suffit à comprendre qu'un écosystème économique a besoin de prévisibilité pour fonctionner. Un pays qui s'éloigne de la transparence affaiblit, même involontairement, la confiance des acteurs économiques qui craignent d'évoluer dans un espace où les règles semblent se resserrer de façon imprévisible. Le troisième groupe touché est l'appareil d'État lui-même. Le texte souligne que le pouvoir peut croire qu'il gouverne en paix lorsque le peuple se tait, alors que ce silence est en réalité un signe de rupture intérieure. Une autorité qui confond absence de contestation et stabilité authentique risque de se priver des signaux d'alerte nécessaires pour corriger sa trajectoire. L'intervention d'Ibrahim Traoré, présentée comme un appel fraternel, illustre cette fragilité. Un dirigeant extérieur voit la dérive plus clairement que ceux enfermés dans les cercles de pouvoir. Lorsque les critiques se taisent, par peur plutôt que par conviction, l'État perd sa capacité à se réformer et s'expose au risque d'être surpris par des tensions longtemps ignorées. Cette cécité institutionnelle est l'une des conséquences les plus graves évoquées dans le texte. Enfin, le texte décrit des répercussions régionales, car la Tanzanie n'est pas un pays isolé, mais un repère symbolique pour tout un continent. La source insiste sur le fait qu'une nation autrefois perçue comme un phare moral peut, en s'éloignant de ses valeurs fondatrices, provoquer une onde de déception de Ouagadougou à Nairobi. Cette perte de lumière affecte l'équilibre psychologique et politique de plusieurs pays africains, surtout ceux engagés dans des luttes pour la liberté d'expression. Lorsque la Tanzanie vacille, c'est l'idée même qu'un leadership africain compassé et humaniste puisse s'imposer qui chancelle. Le texte laisse entendre que la dérive actuelle pourrait encourager, par effet de miroir, d'autres dirigeants à durcir leurs pratiques, affaiblissant encore davantage l'espace civique du continent. Comme on pourrait l'introduire, trajectoire de base, base case. Dans une évolution mesurée, le pays maintiendrait le cap actuel, où les tensions restent présentes, mais ne se transforment ni en rupture institutionnelle, ni en mouvement social massif. Le texte source laisse entendre que la peur silencieuse pourrait continuer de modeler les échanges, installant une forme de stabilité apparente fondée moins sur l'adhésion que sur la prudence collective. Cette trajectoire ne provoquerait pas d'effondrement spectaculaire, mais son danger résiderait dans l'érosion progressive de la confiance entre dirigeants et citoyens. La société avancerait alors dans une zone grise où les tensions sont contenues, sans être résolues, ce qui fragiliserait l'avenir du dialogue politique. Comme on pourrait l'introduire, dégagement positif, optimistique. Un scénario plus favorable apparaît dans les lignes du texte, particulièrement lorsque des appels à la réconciliation sont évoqués. Il suppose que la présidente choisisse d'ouvrir des espaces de dialogue, de réexaminer les arrestations liées à l'expression d'opinion publique et d'engager un processus de réparation morale. Ce geste, même partiel, pourrait raviver l'esprit d'écoute et de compassion qui définissait autrefois l'image de la Tanzanie.
Une telle inflexion rétablirait progressivement la confiance civile et enverrait un signal fort aux organisations sociales, aux femmes engagées et aux jeunes qui voient dans la liberté d'expression une composante essentielle de leur avenir. Le pays retrouverait alors une partie de la lumière symbolique évoquée dans le texte. Comment on pourrait l'introduire? Dérive aggravée, worst case. Le scénario le plus sombre, suggéré indirectement par les avertissements répétés du texte, verrait la méfiance actuelle se transformer en fermeture plus affirmée. Les arrestations pourraient se multiplier, renforçant une culture de silence qui se substituerait au débat public. Les institutions risqueraient alors de confondre absence de contestation et paix réelle, glissant vers une cécité politique dangereuse. Ce climat alimenterait une déconnexion progressive entre État et citoyens, créant les conditions d'une crise plus profonde. Cette dérive, même sans explosion sociale immédiate, affaiblirait la légitimité morale du pouvoir et réduirait la place du pays dans l'équilibre continental. Le texte source décrit une situation qui ne touche pas seulement la Tanzanie, mais résonne avec toute personne confrontée à la fragilité de la liberté d'expression. Il parle d'abord à ceux qui se reconnaissent dans la jeune femme arrêtée pour avoir exprimé une opinion. Des individus qui, dans leur quotidien, savent combien une simple parole peut devenir lourde de conséquences lorsque l'espace civique se contracte. Cette expérience rappelle qu'il suffit d'un incident isolé pour que chacun commence à peser ses mots, modifiant profondément la manière dont une société échange, apprend et se construit. Il s'adresse ensuite aux femmes qui ont vu en la présidente une figure d'espoir. Elles comprennent à quel point un symbole peut façonner l'imaginaire collectif et combien il peut être douloureux lorsque ce symbole semble s'éloigner des valeurs qu'il incarnait. Ce passage soulève une interrogation intime. Que ressent-on lorsque la personne qui devait ouvrir des portes commence à les refermer par prudence ou par crainte de perdre le contrôle? Cette tension renvoie à des trajectoires personnelles où l'on attend d'un leader qu'il protège plutôt qu'il punisse. Le texte touche enfin les jeunes, souvent cités comme les premiers à pressentir les dérives silencieuses. Ils perçoivent rapidement quand l'espace public se rétrécit, car ils testent naturellement les limites du débat. Pour eux, cette situation n'est pas seulement politique. Elle détermine le futur de leur engagement, leur liberté de penser, leur capacité à contribuer, sans craindre la sanction. Deux gestes simples émergent en filigrane. Continuer à valoriser les discussions respectueuses dans les espaces privés et accorder une attention particulière aux voix qui commencent à se taire. Ces pratiques, modestes mais constantes, permettent de préserver une part essentielle du débat démocratique. Le texte source laisse entrevoir plusieurs pistes d'action capables de réorienter le pays sans heurts ni confrontation. Elles ne prétendent pas résoudre tout, mais indiquent comment une présidence peut retrouver la lumière qu'elle incarnait autrefois. Elles s'inscrivent dans une temporalité courte, 6 à 12 mois, afin que les résultats soient visibles, mesurables et crédibles. Elles reposent enfin sur un principe issu du passage où Ibrahim Traoré avertit sa sœur. Assobo. Sœur politique. La justice n'est jamais un slogan, mais une suite d'actes concrets. Restaurer la liberté d'expression, immédiat, comme indiqué pour présidence. La première étape serait de réexaminer les arrestations liées aux opinions publiques. Une action rapide, libération, révision des dossiers, clarification des procédures, enverrait un signal fort. La mesure se vérifierait par la diminution des cas de détention préventive et par la reprise visible des débats civiques. Ouvrir un espace de dialogue national, Trong 60 jours, comme indiqué pour gouvernement, plus organisation civile. Le texte insiste sur la valeur de l'écoute. Mettre en place un forum officiel permettrait de rassembler jeunes, femmes, journalistes et autorités. Le succès se mesurerait par le nombre de contributions reçues et par la diversité des groupes présents. Initier un processus de réconciliation, Trong 3 6 Tang,
comme indiqué pour présidence, place commission indépendante. La source évoque la nécessité d'allier pardon et justice. Une commission temporaire pourrait examiner les plaintes liées aux aux manifestations récentes. Les résultats seraient évalués par le nombre de cas résolus et par les recommandations appliquées. Protéger les lanceurs d'alerte, Trongsist 12 Tang, comme indiqué pour Parlement renforcé, un cadre garantissant que les critiques exprimées de bonne foi ne deviennent pas un motif de sanction. L'efficacité se mesurerait par la réduction des signalements de harcèlement institutionnel. L'ensemble dessine une trajectoire où la fermeté laisse progressivement place à la légitimité retrouvée, dans l'esprit que défend le texte source, gouverné par la lumière et non par la peur. Le texte source ramène finalement la présidente devant le même miroir évoqué plus tôt, celui où se croise l'image qu'elle portait autrefois et celle que ses décisions récentes renvoient aujourd'hui. Ce miroir, fragile mais nécessaire, ne sert pas à juger, mais à rappeler ce que la nation avait admiré en elle. Une femme capable de diriger sans écraser, d'écouter sans craindre la contradiction, d'incarner une lumière rare dans un paysage politique souvent tourmenté. C'est dans cet esprit que la voix d'Ibrahim Traoré résonne, non comme un reproche venu de l'extérieur, mais comme la parole d'un frère qui souhaite empêcher qu'un symbole se perde dans la brume du pouvoir.